Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans notre petite émission de ce jour. Je veux parler d'un sujet très sensible. Il s'agit du pays des hommes inter. Très récemment, vous avez suivi l'actualité. Vous avez certainement vu des vidéos et des audios et des preuves accablantes publiées par le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité de l'Intérieur du Burkina Faso, sur la chaîne nationale RTB et aussi sur d'autres médias. Euh, je voulais, euh, je voulais essayer de voir, de parler, d'analyser et de comprendre pourquoi ces personnes euh, qui sont toujours à la manœuvre pour déstabiliser le capitaine Traoré, pourquoi ces personnes restent toujours dans leur ancien logique, dans leur ancien système néocolonial, et pourquoi ces personnes-là font, font tout leur possible, tout ce qui est réalisable pour freiner la révolution populaire progressiste proclamée par le capitaine, le président de Faso, camarade capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, personnellement, moi je connais le Burkina Faso parce que mon père il est d'origine burkinabé. Je connais très bien le Burkina Faso pour être allé plusieurs fois, avant, dans des anciens régimes, et maintenant, euh, sur le nouveau régime du MPSR2. Et vous savez, avant, franchement, au Burkina Faso, quand tu voyageais au Burkina Faso, quand tu arrivais au Burkina Faso, avec tout ce qui se passait, tu réalisais que c'était un pays qui n'avait pas d'espoir. Et même les Burkinabés eux-mêmes n'avaient pas d'espoir d'avoir un avenir meilleur. Ça faisait que la population était crispée. La population devenait méchante tout d'un coup. Voilà, tu allais tomber sur les gens, même quand tu les parles, tu les salues, les gens sont déjà énervés. Voilà, il était chaque fois, à chaque jour, il y avait des morts. On disait que non, il y a tel endroit, ils ont tué telle personne, tel nombre de personnes. Il y a tel endroit, ils ont tué tel nombre de personnes. Il y a tel endroit, ils ont tué tel nombre de personnes. Chaque fois, il y avait des deuils. Et les présidents qui étaient en place, ils ne faisaient rien. Ils ne proposaient pas de solutions. Chaque fois, c'était des discours crus qu'ils faisaient à la RTB pour dire non, des proclamations de jours de deuil. À part cela, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'action concrète comme les populations voulaient pour mettre fin au terrorisme. Par exemple, moi j'ai une ville que je connais très bien qu'on appelle Koudougou. Koudougou, c'est à quelques kilomètres, à environ 250 km de Dédougou. Et Dédougou, carrément, les réseaux téléphoniques de Dédougou avaient été carrément coupés. Avaient carrément coupé. Les terroristes avaient pris le contrôle de l'axe même Dédougou et qui relait Dédougou et Koudougou. Voilà, quand même, il y avait du trafic, mais quand même c'était dangereux parce que quand tu prenais la route, tu étais susceptible de subir une attaque terroriste. Mais sur le régime du capitaine Ibrahim Traoré, aujourd'hui, j'ai des amis qui sont sur le terrain qui me disent que non, aujourd'hui, il y a tout le monde, il y a les personnes, même des enfants, qui se soucient même pas de prendre leur vélo et de pédaler, de circuler sur cette voie-là tranquillement, sans être dérangé, même inquiété par un seul terroriste. Et même jusqu'à l'Amphira, avant qu'il était carrément impossible. C'était pas possible de passer à l'Amphira. C'était même pas possible d'espérer, même si on te donnait des milliards, de partir à l'Amphira, carrément tu partais pas. Les fonctionnaires même qui étaient affectés dans ces zones-là, il y a d'autres mecs qui s'abandonnaient carrément à la fonction publique pour sauver leur vie. Il y a d'autres mecs qui ne partaient pas, qui abandonnaient carrément pour sauver leur vie parce que c'était très dangereux. Mais aujourd'hui, toutes ces zones-là, les populations ont commencé à, les populations ont commencé à, à reprendre leurs activités, parce que vous savez, la population burkinabé est en majorité une population agricole. Donc, commencer à produire, tout ça, vous comprenez? Voilà. Donc, c'est une dynamique encourageante, en fait. Mais ces gens-ci, qui veulent pas, parce que vous savez, avant, quand vous tirez le système burkinabé avant, le Burkina Faso n'appartenait pas au Burkinabé. Le Burkina Faso était la propriété d'une certaine élite. C'est comme le Burkina Faso était la chose de quelqu'un. Voilà, pour dire ça simplement, c'est le Burkina Faso était la chose de quelqu'un. Il y avait des personnes au Burkina Faso qui avaient plus d'argent, je peux dire même plus d'argent que l'État burkinabé euh, lui-même. Parce que ces gens-là possédaient toute la richesse de Burkina Faso, en fait. Même quand, si on prend le domaine de l'or, avant, l'or exploité au Burkina Faso, qui savait où ça rentrait, qui savait où l'argent de l'or est rentré, qui savait. Même petits goudrons, les simples goudrons que les gens faisaient, les petites écoles que les gens faisaient, c'était les dons qu'on faisait. Tous les bitumes que vous voyez, il y a beaucoup sur les dons qu'ils ont fait. Il y a beaucoup, même si c'est peut-être les Richard burkinabés qui ont donné, ou des associations, des ONG qui sont venus faire ça pour le Burkina Faso. Parce que l'État lui-même ne prenait aucune de ses responsabilités.
Vous savez comment on appelle ça? Le terrorisme, c'est malheureux, mais il ne faut pas forcément chercher la cause du terrorisme ailleurs. Vous comprenez? C'est vrai que le terrorisme est instrumentalisé et a été alimenté depuis l'extérieur, mais il faut comprendre aussi que nos dirigeants, nullards qu'on a eu dans le passé, ont participé à propager, ont participé comment on appelle ça? À l'émergence, ont favorisé, voilà, en quelque sorte, l'émergence du terrorisme au pays des hommes inter. C'est une réalité. Parce que si par exemple, vous abandonnez une région où il y a aucune route, il n'y a aucune infrastructure réelle, on ne sent même pas la présence de l'État, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité réelle, tout ça, vous voulez que ces populations la fassent quoi? Forcément, ça va créer quelque chose. Maintenant, nous avons eu, parce que le capitaine Traoré là, c'est pas, peut-être que vous ne connaissez pas sa valeur, hein. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réaliser sa valeur. Si le capitaine Ibrahim Traoré a été apparu à l'époque, où on parlait des prophètes, tout ça, le capitaine Traoré serait considéré au même titre peut-être que Jésus. Voilà. Que Jésus. Jésus du christianisme, peut-être qu'il serait considéré le même titre que lui. Parce que c'est quelqu'un qui est capable de donner sa vie. Parce que le capitaine Traoré, tout ce qu'il fait là, c'est pour le Burkina Faso. Hein. Il ne fait pas, c'est pas des choses, s'il voulait s'enrichir personnellement, comme ce qu'il faisait là. Blaise il est venu, bon, il y a les supporters de Blaise, hein. Les supporters de Blaise, hein. Il y en a qui aiment toujours Blaise. C'est le 3. Hein? Mais dites-moi, Blaise, qu'est-ce qu'il a fait réellement au Burkina Faso? Qu'est-ce qu'il Blaise a fait réellement au Burkina Faso? 27 ans de pouvoir. Pendant 27 ans de pouvoir, jusqu'à maintenant, c'est maintenant que ça, les choses décollent un peu. C'est maintenant que le Burkina Faso est arrivé à atteindre 60% de production de son électricité. Avant, avant, hein, avant 2022, 2023, 2022, 2021, hein, vous comprenez? Si vous prenez 100 mégawatts, c'est-à-dire que si vous prenez 100% de l'électricité burkinabé, il y a 30%, seulement 30%, hein, 30% qui étaient produits de façon locale. Tout le reste était importé. Mais un pays qui veut se développer sérieusement, comment voulez-vous importer 70% de votre électricité et vous la construire une industrie? Parce que l'électricité que tu importes là, ton voisin te dit qu'il te vend ça, il va te vendre au même prix que lui vend sa population. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, les industries la préféreront s'installer chez lui, venir prendre ta matière première dans ton pays, venir transformer chez lui et venir te revendre. C'est ce qu'il faisait au Burkina Faso. Quand tu prends la route, l'autoroute du Nord, qui quitte à Abidjan, tu vas à Ouagadougou par exemple, avant, hein, sur cette voie-là, vous allez voir beaucoup de camions de Simfaso. Et Simfaso, qu'est-ce qu'il faisait? Simfaso, il prenait, il prenait la matière première, ou bien il prenait la matière première en Côte d'Ivoire, il transformait en Côte d'Ivoire, ils allaient revendre ça au Burkina Faso. Simfaso, il a dit ciment du Faso. Mais c'est des produits en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Si je me trompe, celui qui pense que c'est faux, il peut me démentir. Hein. Moi, je vais avoir mes arguments, mes preuves hein, que j'ai. Vous comprenez? Voilà. Simfaso, il produit les ciments en Côte d'Ivoire, il partait revendre ça au Burkina Faso. C'est pas seulement que Simfaso, il y avait plein, il y avait même l'huile simplement qu'on mange. Tout l'huile, carrément, il peut dire une grande part, 80%, peut-être 80%, il n'y a pas de chiffres, hein, mais je suis sûr que, si on veut estimer, si on veut regarder, au moins 80% de l'huile consommée au Burkina Faso était importée de la Côte d'Ivoire. Le sucre, c'est pareil. Vous comprenez? Les détergents, les produits en caoutchouc, tout ça, c'était importé de la Côte d'Ivoire. Le pays n'avait pas d'économie réelle. C'était une économie fictive. Donc, comment vous voulez qu'un commerce intérieur, comment vous voulez qu'un pays se développe de façon endogène si tout ce que vous produisez, tout ce que vous pouvez produire, vous ne produisez pas, vous achetez ailleurs. Comment vous voulez faire ça? Ces dirigeants qui combattent aujourd'hui, ces personnes qui combattent aujourd'hui, le capitaine Traoré, c'était ceux qui avaient, c'était ces mêmes personnes qui avaient favorisé ça. Parce que Blaise, il a fait 27 au pouvoir. Si Blaise voulait électrifier le Burkina Faso, il a eu trop de temps. Il a eu trop de temps pour électrifier le Burkina Faso. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait ça. Il est resté là à installer son régime mafieux, son système mafieux pour protéger son pouvoir. Et même, il est allé plus loin en installant une certaine forme de pouvoir ethnique au Burkina Faso qui a failli créer des guerres dans certaines zones où des gens qui étaient obnubilés par son système pensaient que le Burkina Faso les appartenait. Eux uniquement, ils n'appartenaient pas aux autres ethnies. Bon, c'est un truc, c'est une réalité que je dis, au fait. Alors qu'aujourd'hui, le capitaine Ibrahim, qu'est-ce qu'il fait? Moi, ce qui a fait que j'ai aimé le capitaine Ibrahim, vous savez c'est quoi? Il est arrivé il n'y a même pas longtemps,
en 2022, en passant en transition 2022-2023, qu'est-ce qu'il a fait? L'offensive agroalimentaire et pastorale, 575 milliards projets investis. Quel dirigeant au Burkina Faso, depuis l'histoire du Burkina Faso, même Thomas Sankara, quel dirigeant a eu un plan aussi audacieux pour le Burkina Faso? Et ce n'est pas un plan dit dans la bouche et qu'on ne fait pas. C'est un plan qui est dit et qui est mis en œuvre. Aujourd'hui, on voit ses résultats, on voit ses fruits. Aujourd'hui, malgré le Burkina Faso ne contrôle pas l'entièreté de son territoire, mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est que le Burkina Faso est quand même, on peut dire, autosuffisant de façon alimentaire en matière de céréales. Céréales, le Burkina Faso autosuffisant alimentaire. Maintenant, peut-être il y a certaines denrées qu'il faut produire en surplus, comme le riz, et puis il y a certains aliments comme le poisson qu'il faudra renforcer sa production, mais quand même, le Burkina Faso est carrément autosuffisant dans plusieurs domaines. Alors qu'avant, il y avait des crises alimentaires lors des périodes de couture, c'est-à-dire les périodes de chaleur, de forte chaleur. Le Burkina Faso, c'est un pays riche, mais qui s'ignore. Le Burkina Faso, c'est un pays riche qui s'ignore. Le Burkina Faso ne peut pas taper un pays enclavé. Parce que si vous comprenez, l'enclavement du Burkina Faso est provoqué par le Burkinabé lui-même. Bah, imaginez-vous, le Burkina Faso fait frontière avec combien de pays? Le Burkina Faso fait frontière avec la Côte d'Ivoire, fait frontière avec le Ghana, fait frontière avec le Togo, fait frontière avec le Nigeria, fait frontière avec le Bénin. Cinq pays. Et tous ces pays-là possèdent des ports, des grands ports. Mais on a eu quel dirigeant? Regardez même, aujourd'hui, quand tu vas à Ouagadougou, quand tu prends la route qui est à Bobo-Gulasso, jusqu'à la frontière ivoirienne pour traverser la frontière, il n'y a pas une bonne route. La route est étroite et puis c'est même pas une bonne route en plus. Donc, un pays qui n'a pas accès directement à la mer, mais qui n'a pas d'infrastructure routière, comment vous voulez que ce pays se développe? Comment vous voulez que ce pays puisse communiquer avec les autres pays du monde? Comment vous voulez? C'est pas possible. Donc, l'enclavement du Burkina Faso a été créé, a été fabriqué de façon artificielle par l'élite locale en complicité avec certains acteurs étrangers pour affaiblir le pays de façon plus l'intérieur. Parce que vous savez, le Burkinabé est extrêmement révolutionnaire. Et si le Burkina Faso, c'est-à-dire si le Burkinabé avait la liberté, forcément la révolution populaire progressive qu'on voit aujourd'hui, elle a abouti. Le Burkinabé, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Le Burkinabé, c'est quelqu'un qui aime la liberté et qui n'aime pas la soumission de façon naturelle. Vous comprenez? C'est inné en Burkina, dans le Burkinabé. Maintenant, c'est sous le capitaine Ibrahim Traoré qu'on voit que le Burkina Faso peut s'équiper aussi. C'est sous le capitaine Ibrahim Traoré qu'on voit que le Burkina Faso peut embellir ses villes. C'est sous le capitaine Ibrahim Traoré qu'on voit que nous pouvons dépasser l'autosuffisance alimentaire parce que ouais, l'ambitieux programme mis en place par le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit initialement c'était 575 milliards, n'est-ce pas? Mais avec les investissements de la Banque africaine, la BAD, tout ça, ce programme a dépassé 575 milliards, c'est-à-dire plus de 1,5 milliard de dollars, comme ça, qui a été investi dans le domaine agricole, avec les intrants, des tracteurs, des intrants, des tracteurs, tout ça. Mais avant bon, c'était de façon, comment ça, pour dire pour que les gens puissent parler de ça seulement, sinon qui s'intéressait réellement? Quel pouvoir s'intéressait réellement aux agriculteurs? Qui? Qui? Qui s'intéressait réellement aux agriculteurs? On achète 2 tracteurs, 3 tracteurs pour remettre aux agriculteurs. Après, même les tracteurs, on ne sait même pas ça rentre où. Ça se retrouve encore dans les mains des mêmes personnes qui ont acheté, les mêmes dirigeants là, en compétition. Ils se partagent entre eux. Le pauvre agriculteur qui est au village, il ne sait même pas, il ne voit même pas un tracteur qu'on a dit d'acheter dans la télévision. Il ne voit même pas c'est où. Vous comprenez le système, non? C'est toujours ces mêmes personnes-là qui se battent aujourd'hui contre le capitaine Montaoui. Sinon, qui allait penser un jour que le Burkina Faso, on parlait seulement des autoroutes 2 fois, pour une route aller et retour seulement. C'est-à-dire une voie aller, une voie retour. Qui pensait que le Burkina Faso pouvait en avoir? C'est-à-dire, pendant combien d'années ce projet a traîné? Même la Côte d'Ivoire a son projet, la Côte d'Ivoire presque fini. Même si ce n'est pas les mêmes réalités, ce n'est pas les mêmes stratégies économiques. Mais quand même, comment on appelait ça? La Côte d'Ivoire a fait son effort. Mais le Burkina Faso, un pays qui n'a pas accès directement à la mer, mais quand même qui n'avait pas d'infrastructure routière réelle. C'est-à-dire seulement qu'une petite voie. Bon, on peut dire qu'on quitte à Ouagadougou pour aller à Bobo-Dioulasso.
la voie est en bon état. Mais quand tu dépasses, tu vois Bobo Dioulasso, tu veux sortir de Bobo Dioulasso dans la frontière, la voie qu'on trouve là, c'est une voie merdique. C'est une voie qui est en état de dégradation avancée. Cette voie, si elle n'est pas reprise là, dans les années à venir, le trafic frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso sera vraiment en danger. Maintenant, il y a un projet, il y a, pour moi, ça c'est selon mon analyse, mais c'est mon analyse personnelle, vous comprenez. Pour moi, la voie la plus stratégique pour le Burkina Faso n'est pas la voie Ouagadougou pour Burkina Faso. Pour moi, hein, je vais vous dire pourquoi c'est pas la voie la plus stratégique. Parce que ça nous fait dépendre de façon, ça nous fait dépendre uniquement que du port d'Abidjan. Vous comprenez, ça nous fait dépendre du port d'Abidjan ou du port de Saint-Pétro, quand même, le port de la Côte d'Ivoire. Et vous savez que euh, le Burkina Faso n'a pas toujours eu des relations mielleuses avec la Côte d'Ivoire. Vous comprenez, surtout dans ces temps-ci. Donc pour moi, la voie la plus stratégique pour le Burkina Faso, c'est plutôt une voie à Ouagadougou, Tenkodogo, passer, descendre, aller vers Zabré par exemple, et puis construire parce qu'ils ont fait une autoroute, ils ont fait une autoroute, Ouagadougou, Tenkodogo, descendre vers le Ghana, vous comprenez? Je ne peux faire le calcul, hein, trouver un point euh, géométrique où la frontière béninoise, la frontière ghanéenne, la frontière togolaise ne sera pas éloignée. Et si on construit une autoroute qui va jusqu'à ce point-là, ou bien ça passe, on peut passer par Tenkodogo ou construire directement, hein, moi, ça dépend des ingénieurs qui construisent, moi c'est l'idée que je propose. Voilà, l'autoroute, deux voies qui va jusqu'à ce point-là, et après on peut construire une voie qui relie directement le nord, le sud du Burkina Faso, au nord du Togo, le sud du Burkina Faso, au nord du Ghana, le sud du Burkina Faso, au nord du Bénin. Donc ces trois pays à relier directement au Burkina Faso va permettre au Burkina Faso de bénéficier directement des trois ports. Au lieu de construire une voie qui va nous faire dépendre d'un seul pays, on peut avoir directement accès à trois ports. Donc, ça va permettre de densifier. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que les choses, qu'il y a les petites choses qui coûtent un peu cher et que le trafic, c'est-à-dire le commerce, au Burkina Faso n'est pas aussi élevé comme il devrait être. Vous comprenez? Voilà. C'est parce qu'on n'a pas d'infrastructure routière sérieuse. Et même, on n'a pas pu développer le chemin de fer, notre réseau ferroviaire. Vous comprenez? Si on avait développé les chemins de fer, par exemple, on avait construit un chemin de fer, comme on a dit, comme je viens d'expliquer avec l'autoroute, c'est-à-dire on construit une autoroute de voies jusqu'à ce point-là, ce point géométrique que j'ai parlé, qui n'est pas loin de la frontière du Togo, de la frontière du Ghana, de la frontière du Bénin, et qu'on construit un chemin de fer qui va relier le Burkina Faso, par exemple, au Ghana, mais bon, le Burkina Faso, c'est cette zone-là qu'on négocie avec le Ghana, le Burkina Faso, le Togo et puis le Bénin pour qu'ils construisent un chemin de fer qui est au port jusqu'au nord et aussi au Bénin du port jusqu'au nord et au Ghana aussi du port jusqu'au nord ou bien on avec le Ghana simplement. Quand on construit un autre chemin de fer qui est jusqu'au le Ghana construit ça pas, hein, le Ghana ne construit ça pas actuellement parce qu'il y a eu des discussions sur un projet de chemin de fer qui tend le port d'Accra jusqu'à Ouagadougou. Mais le Burkina Faso n'a pas encore lancé son projet. Vous comprenez? Mais quand même, si le Burkina Faso arrive à construire un chemin de fer qui allait jusqu'au Ghana, ça serait bien. Parce que ça va permettre, dans les années à venir, si le Togo et le Bénin décident à construire un chemin de fer jusqu'au nord, ça va permettre directement de relier ces pays-là à ce chemin de fer-là. Donc c'est plus bénéfique que de construire un chemin de fer qui va nous relier directement à la Côte d'Ivoire, ou même une route qui va nous relier directement à la Côte d'Ivoire. Et lorsque les relations seront tendues, la Côte d'Ivoire va nous faire du chantage portuaire. Vous comprenez? Voilà. Donc, si on développe notre réseau routier et notre réseau ferroviaire, je pense que l'enclavement du Burkina Faso sera du passé. Parce que ça va nous permettre d'avoir des trains qui rentrent toujours au pays. Et ça va nous permettre aussi d'avoir des grands des chargeurs qui vont nous permettre de rentrer toujours au pays avec des conteneurs. Ça va nous permettre vraiment de commercer, quoi. Vous comprenez, non? Parce que c'est le commerce qui développe un pays, hein, le commerce, c'est ce qui développe le pays. Voilà, le reste, si les gens arrivent à vendre, à échanger entre eux, ils s'enrichissent entre eux, et puis le pays aussi, le pouvoir d'achat par habitant aussi augmente, donc le pays augmente, qu'on appelle ça, le pouvoir d'achat du pays augmente, et tout va bien, quoi, vous comprenez, non? Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, notre capitaine, nous sommes avec lui. Nous connaissons sa vision. Nous sommes avec lui. Nous n'allons pas le laisser. C'était une petite vidéo que je voulais faire juste pour me révolter contre le vaurien Paul Santiago Damiba qui n'a rien foutu dans le pays. Et aujourd'hui qui brassait ses billets et aujourd'hui qui a fui, qui s'est caché au Togo. Je pense bien, on dit qu'il est au Togo. Hein.
Voilà, je sais pas, mais quand même, la gente dit que c'est le Togo. Donc, se cache au Togo. Mais, quand vous faites tout ça là, on va voir, bah, oui, ne sois pas éternel. Voilà, aussi Blaise la fille, il est parti en Côte d'Ivoire, c'est pas ça. Voilà, donc on va voir si le jour, peut-être que vous allez mourir là. Vous allez vous enterrer où, vous allez dire ça. Voilà, donc merci beaucoup. Au revoir.